l'oppression est une chose que nous ne pouvons pas tolérer aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Il faudrait que nous ayons des états de droit en Afrique. Bonjour très chers fidèles amis téléspectateurs du Grand Éveil d'Afrique. Eh bien, je vous remercie de nous retrouver dans ce numéro de l'Éveil d'Afrique. Aujourd'hui, j'ai en ma compagnie M. Jacques Miango, qui est un grand activiste congolais qui milite pour la démocratie et les droits de l'homme. Avant de vous laisser le découvrir, j'aimerais que vous regardiez cette vidéo qui s'est déroulée en août dernier quand M. Jacques Miango manifestait contre le régime de Joseph Kabila à Washington, D.C. Did he get what happened? These guys, yeah, these security guards. The president's security guards just beat down this protester. Et oui, comme vous pouvez le voir, les images sont très graphiques. C'était vraiment bouleversant qu'un activiste africain qui souhaitait juste exprimer son opinion sur des situations se déroulant dans son pays soit passé à tabac par les proches du président, d'un président de la République, plus précisément Joseph Kabila. Alors, merci M. Jacques Miango de nous retrouver aujourd'hui à Sahara TV. Merci. Maman Farida. Merci. Comme les amis l'ont pu remarquer, vous avez été agressé en août dernier quand vous militez, quand vous manifestez contre le régime de Joseph Kabila, et nous aimerions savoir ce qui s'est réellement passé. Oui, effectivement, nous avons été agressés puisque quand tu es dans la lutte, comme étant activiste, tu n'es plus toi, mais tu fais ça pour la nation. Donc, la nation congolaise a été agressée par les groupes qui a organisé ces activités au niveau d'ici. Les Congolais qui sont ici. Et le nom du groupe, c'est l'Union des Congolais pour le changement dans la République démocratique du Congo. Donc, c'est les groupes qui avaient engagé cette manifestation, bien sûr avec beaucoup de groupes africains. Et vous avez quand même vu ce qui s'est passé. Pendant que nous essayons de montrer à l'opinion internationale que l'impunité que vous parlez, que vous êtes contre pour l'injustice que vous combattez, la famine que vous êtes contre, voilà, vous recevez, vous êtes sur la même table avec les gens qui sont comme le cerveau moteur, les acteurs actifs dans le pays africain de ces actions. Donc, nous étions là-bas pour effectivement parler pour le peuple congolais. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Absolument, et c'est vraiment déroutant. J'aimerais savoir, M. Jacques Miango, sur pourquoi vous manifestez contre le régime de Joseph Kabila en RDC. En fait, j'aime beaucoup aller parler de ce qu'a dit par exemple un ancien président africain qui a eu bien sûr hérité sa pensée politique auprès de Kwame Nkrumah, J.J. Rawlings, qui a pris la responsabilité à un niveau dans sa vie, après les coups manqués, à dire qu'il n'est pas docteur, il n'est pas qui que ce soit, mais il est prêt à régler le problème de gens qui dorment affamés pendant que le système qui est en place du pays, il y a un groupe, une minorité de gens qui s'enrichissent. Et il a pris la responsabilité. C'est la même chose que les groupes que nous avons ici, l'Union des Congolais pour le changement en RDC. Nous avons pris la responsabilité
après avoir vu toutes les différentes actions, je pourrais dire inachevées de l'opposition dans nos pays, nous avons analysé un peu la situation et nous sommes trouvés que c'était bon pour nous de comprendre pourquoi la lutte à l'extérieur du pays et à l'intérieur du pays. Au temps des indépendances, la lutte était limitée de l'intérieur du pays. Mais aujourd'hui, avec nos diasporas à l'extérieur, et nous sommes dans le pays où les décisions sont prises, donc il faut aussi créer une équipe d'élite à partir de l'extérieur pour influencer les décisions à partir d'ici. Et pour directement répondre à la question pourquoi manifester contre Joseph Kabila, vous allez comprendre, c'est un monsieur qui est venu du pouvoir du rien comme ça. C'est pratiquement comme l'histoire du Togo, Yassingbe. Il n'était même pas dans le Parlement, il n'était pas chef du Parlement, ni chef du Sénat. Yassingbe a été député et ministre. Il était député et ministre, mais il n'était pas le chef. Je parle maintenant de Kabila, il ne se situait à nulle part dans les institutions législatives du pays. Et après la mort de Kabila, Laurent Désiré, c'est lui qu'on va désigner pour diriger les pays. En fait, après les indépendances, je ne sais pas si les royaumes existent toujours en Afrique. Donc, qu'est-ce que vous dénoncez? C'est le fait qu'il soit le fils de Laurent Kabila ou le fait qu'il n'ait pas d'expérience en termes de gestion de pays? Pour ceux qui comprennent un peu la situation du Congo, vous allez comprendre que c'est une situation très, très complexe. Vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, les gens parlent de génocide au Rwanda. Mais au Rwanda, il n'y a jamais eu de vrai génocide. Les vrais génocides, c'est au Congo. Et qui ont commandité tous ces génocides au Congo? C'est les extrémistes rwandais, Paul Kagame, et l'actuel président du Congo. Vous portez une accusation assez délicate. Et est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a pas eu de génocide au Rwanda avec toutes ces personnes qui ont été tuées? Si vous partez vous référer du nouveau document que la journaliste de la BBC a pu publier est-ce que vous pensez que récemment, est-ce que vous pensez que si après 20 ans la BBC sort avec ce document et que par le passé, c'est cette même BBC et d'autres médias internationaux qui ont dit qu'il y a eu génocide, est-ce que vous pensez que c'est vraiment crédible? Oui. Qu'une seule journaliste puisse déconstruire toute une histoire aussi grave et puis choquante? Il faut aller voir les sources maintenant de l'information de cette journaliste. Elle a eu beaucoup de sources d'informations auprès des gens qui ont collaboré directement avec Kagame. Oui. Et la guerre du Congo pour renverser Mobutu est venue du Rwanda. Et vous allez comprendre que quand Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir au Congo, les chefs d'état-major congolais, c'était un Rwandais. Il est aujourd'hui ministre, je pense, de l'Intérieur au Rwanda. Donc vous allez comprendre que c'était une action menée par les Rwandais, mais ils ont utilisé certains Congolais. Et l'actuel président, ce n'est même pas problème de gestion, mais c'est son implication, son infiltration comme étant congolais. C'est un monsieur, nous cherchons même pas vraiment à aller là-bas très profondément, puisque c'est un monsieur qui a pris le nom du Kabila au niveau de Kisangani. C'est-à-dire? C'est un fils adoptif de Kabila. Son vrai nom, c'est Hippolyte Kanambe. Vous pouvez justifier ça, regardez les documents qu'il signe. Je ne sais pas s'il a changé sa signature. Vous allez voir qu'il écrit Hippolyte Kanambe. Et il a pris le nom Kabila au niveau de Kisangani. Pourquoi? Puisque Paul Kagame a influencé Kabila, Laurent Désiré,
de le nommer, puisque Paul Kagame avait un plan derrière, puisque le monsieur, en fait, l'actuel président du Congo, il fut je peux dire un de combattants du mouvement de Kagame. Donc, si je vous comprends bien, vous êtes remonté contre le régime de Joseph Kabila parce que vous le voyez comme un imposteur qui n'est pas vraiment un Congolais et qui a été adopté par un Congolais, c'est cela? Voilà le mot, c'est un imposteur qui n'est pas seulement, qui n'a pas été seulement adopté par un Congolais, mais qui tue les Congolais à petit feu. Vous pensez donc que Joseph Kabila est responsable de la guerre du Congo? Il en est responsable. Je vais vous donner par exemple 2 exemples. La guerre a commencé avant son arrivée au pouvoir. Je vais vous donner 2 exemples. Au Congo, il faut tout d'abord faire une différence de guerre. Il y a eu la guerre de l'AFDL où Laurent Désiré Kabila et les Ngandu Kisase, il y a au moins 2 guerres au Congo. Il y a l'actuel, l'AFDL initial, composé des Congolais, et la guerre après l'élimination de certains leaders congolais dans l'AFDL pendant la marche vers Kinshasa. Et après ça, il y a la guerre pour favoriser la balkanisation, où on a pris certains Congolais et certains mouvements rwandais après que Laurent Désiré Kabila ait chassé le Rwanda du Congo. Il y a eu une deuxième guerre. Donc vous pensez que Joseph Kabila est responsable de la deuxième guerre, c'est ça? Il est complice au départ de la première guerre et il est vraiment responsable de la deuxième guerre et de tout ce qui se passe aujourd'hui comme mutinerie, guerre, tuerie au Congo. Il est donc très évident que vous souhaitez voir le régime de Kabila partir, mais il semble que le président Joseph Kabila n'a pas l'intention de laisser le pouvoir, bien que la constitution congolaise limite les mandats à 2. Il a l'intention de modifier cette constitution pour se représenter une 3e fois. Est-ce que vous pensez que le peuple congolais réussira, comme celui du Burkina Faso, à empêcher Joseph Kabila de se présenter une 3e fois? Je dirais oui. Si oui, comment? Surtout avec l'implication de la jeunesse congolaise dans les affaires de l'État et aussi de la diaspora congolaise, puisque tout ce qui s'est passé au Burkina Faso, les gens voient seulement la fin, mais ils ne voient pas qu'est-ce que la diaspora burkinabé a fait et quel était le travail de l'opposition et aussi des dirigeants religieux du Burkina Faso. Donc, si au Congo, bien sûr, avec les actions que nous sommes en train de... Il y a aussi la société civile qui ne voudrait pas manquer. Oui, la société civile, bien sûr. Et avec les activités que nous sommes en train de mettre en place actuellement, 2015-2016, je pense qu'il partira puisque nous sommes en train de créer le pont entre la diaspora et la population au Congo. Et si jamais il ne partait pas, s'il réussissait à se maintenir, que feriez-vous? On dit une chose, mieux vaut avoir un cœur sans parole que d'avoir des paroles sans cœur. Et nous avons le cœur et nous sommes vraiment décidés et nous avons cette certitude-là que nous les ferons partie. D'accord. Quand vous dites nous, je suppose que vous mentionnez
vos collègues, vos amis activistes, tous les Congolais qui sont mobilisés contre ce régime, la diaspora, est-ce que vous avez bénéficié de leur soutien quand vous avez été agressé? Oui, bien sûr. Comme je l'ai bien souligné au départ, tout ce que nous le faisons ensemble. Ce n'est pas une personne qui va faire les choses. Oui. Donc, je reçois des coups de fil, je reçois des visites à la maison, des gens qui sont proches dans le mouvement. Ok. Et j'ai eu tout ce qui pouvait être comme aide. Avez-vous réussi à mener des actions contre les responsables de cet acte odieux? Oui, effectivement, vous connaissez quand même la loi américaine. Il faut constituer les dossiers et puis envoyer les dossiers à la cour. Et les dossiers est vraiment entre les mains des avocats. Et bientôt, peut-être, vous allez comprendre que nous sommes vraiment en train de travailler puisqu'il y aura peut-être des interpellations, il y aura peut-être l'intervention des news, même l'avocat, mes avocats peut-être vous contacteront pour question d'information. D'accord. Et vous savez, le Congo est un pays très particulier pour plusieurs raisons. La République démocratique du Congo, sur le plan superficie, c'est le pays le plus grand d'Afrique, c'est le pays le plus riche de l'Afrique en termes de ressources naturelles et bien entendu le pays le plus convoité de l'Afrique. C'est l'une des raisons pour laquelle depuis plus de 10 ans, s'y déroule une guerre qui a causé tellement de morts, la guerre la plus meurtrière depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je dirais que on ne peut pas avoir une guerre de ce genre sans l'implication de la communauté internationale, sans la complicité indirecte de certains pays étrangers. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces puissances qui soutiennent, comment l'appelle-t-on, le régime de Joseph Kabila, écouteront le peuple et seront prêts à le pousser à renoncer à sa tentative de se maintenir au pouvoir? Merci pour la question. Il faut connaître une chose dans la vie. Le multinational, c'est les gens qui sont dans le business. Ils n'ont pas d'amis et non amis que ceux qui répondent à leurs intérêts. Et au Congo, par manque d'éducation politique, manque de la participation de la jeunesse aux affaires de l'État, a fait que les étrangers qui sont venus, ils nous ont intimidés avec les armes. Aujourd'hui, la jeunesse est abandonnée à elle-même. Aussitôt que la jeunesse va reprendre les choses en main, comme nous le travaillons déjà ici avec les gens qui sont au pays, et vous allez comprendre que ces mêmes multinationaux, ils tourneront dos. Et nous en avons vu beaucoup d'exemples en Afrique comme ailleurs. Donc ça, ce n'est même pas un problème de multinationales, c'est plutôt un problème de l'éveil patriotique, de la conscience des Congolais dans la réalité, puisque ceux qui sont, le multinational ne souhaiterait pas qu'on viole là où ils vont prendre par exemple l'air minéré pour être par exemple demain victime par exemple de lois qui sont par exemple votées dans certains États que le minerai qui vient du Congo ne sont pas acceptés. Donc je ne pense pas vraiment que les multinationaux sont vraiment le problème. Le problème, c'est un problème congolais et c'est aux Congolais de régler et peut-être de décider avec quelle multinationale travailleront, avec quelle multinationale il va travailler avec demain. D'accord. Je vais clôturer cette question, je vais clôturer cette émission, pardon, avec cette question. Cher Jacques Miango, quelle est votre vision du Congo sans Joseph Kabila? Le problème, ce n'est pas Joseph Kabila. Il faut parler du système. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous voulez que le régime actuel parte parce que vous sentez qu'ils ne font pas bien leur travail. Maintenant, qu'est-ce que vous envisionnez au Congo? Qu'est-ce que vous voulez voir au Congo sans ce régime? Comment est-ce que vous voulez que le Congo se transforme? La transformation du Congo, tout d'abord, nous souhaiterons voir l'infrastructure vraiment
à jour la liaison entre les provinces, le transport, la santé. Nous aimerons voir ce que nous vivons ici, le besoin de première nécessité et aussi l'éducation. Et un pays, après plus d'une dizaine d'années de guerre, on a aussi besoin de programmes de réinsertion de cette jeunesse qui ont été utilisés comme enfants mineurs dans les armées, dans les rébellions, pour le ramener maintenant à la vie normale de jeunes. Donc, on aura besoin de tous ces programmes. Et nous savons qu'avec avec une jeunesse acquise à la cause, nous y arriverons. Donc, le problème, c'est vraiment d'effacer le système qui est en place pour le moment et apporter un système qui va vraiment amener les changements que tout Congolais souhaiterait avoir, puisque au Congo, aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas d'électricité à Kinshasa. Au moins 60% de Kinshasa n'a pas d'électricité, mais le Congo a le barrage d'Inga qui peut alimenter toute l'Afrique. Donc, vous trouverez que le Congolais a besoin d'eau, le Congolais a d'eau potable, le Congolais a besoin d'électricité, le Congolais a besoin de l'éducation et le Congolais a besoin d'être payé. Comment quelqu'un qui travaille dans le mine de coltan est payé peut-être à $2 et le président qui a fait moins de 15 ans au pouvoir a plus de 15 milliards de dollars. Tu vois, cette injustice. C'est ce que les Congolais n'aiment pas. Nous voulons avoir une balance dans l'équilibre social, dans le social. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Miango. Très chers amis, fidèles téléspectateurs du Grand Éveil d'Afrique, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir suivi cette intervention de Jacques Miango, grand activiste congolais qui milite pour la démocratie en RDC. Aussi, nous allons en profiter pour rendre un hommage à Patrice Lumumba qui a été assassiné il y a 54 ans de cela, le 17 janvier 1961, nous en profitons pour lui rendre hommage car ce monsieur s'est énormément battu pour l'éveil d'Afrique et pour la liberté du peuple congolais et du peuple africain en général. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous vous retrouverons très prochainement. C'était Faïda Nabourima depuis Sahara TV.